les Algériens et les Algériennes? Oui, l'absence de Tebboune, on connaît un petit peu la raison, c'est sa maladie. On ne peut pas faire la comparaison entre Tebboune et un Emmanuel Macron qui a 42 ans. Tebboune a 75 ans. Il avait déjà une maladie pulmonaire qui s'appelle la BPCO. Donc, déjà, ses poumons étaient atteints par cette maladie parce que c'est un grand fumeur. Et en plus du coronavirus, qui a fait qu'ils ont dû le transporter en avion. Il était dans le coma en Allemagne. 20 jours ou 22 jours de coma, ça laisse forcément des traces chez quelqu'un qui a 75 ans, qui fume beaucoup, qui avait déjà une maladie pulmonaire. Donc, revenir comme ça à la charge dans les médias publics, comme l'ont fait Emmanuel Macron ou Boris Johnson ou même le président américain Donald Trump, qui a à peu près le même âge, mais qui n'est pas aussi malade que M. Tebboune. Enfin, Yahya Merioba, juste une remarque. En fait, ce qu'on a beaucoup reproché sur les réseaux sociaux et puis aussi un peu la presse et les Algériens et les Algériennes, c'est surtout pourquoi ce silence de manque d'information, serait-ce de la présidence dès le départ, hein. C'est ce qui a vraiment créé polémique, hein. Après, effectivement, les âges, les pathologies sont... Il y a un cafouillage, il y a un énorme cafouillage à la tête de l'État. Vous remarquerez que la sortie de M. Tebboune sur Twitter, même si on veut mettre le chef de l'État algérien au diapason des nouvelles technologies en termes de communication, il y a deux organes officiels de communication de l'État qui sont l'agence presse service, l'agence de presse de l'État et la télévision publique et la radio publique qui doivent annoncer au peuple algérien l'intervention du chef de l'État sur le canal choisi. Cette fois, c'était sur pendant le discours, je regardais le discours en direct, j'ai mis le NTV, il n'y avait aucune information sur ce discours. Je suis rentré sur le site de l'APS n'a pas annoncé ce discours. Oui. Par contre, ce discours était relayé par la chaîne Al-Nahar. Donc c'est pour vous dire qu'on est passé d'une présidente ultra forte, dominée par Abdelaziz Bouteflika, ensuite par son frère, vers une présidente qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucun... C'est intéressant ce que vous dites. On va y revenir, c'est intéressant. Ça veut dire que là, avec cette situation, notamment cette couverture par Ennahar, etc., on peut dire vraiment que Tebboune, aujourd'hui, il est très fragilisé. Je ne parle pas de santé, bien évidemment. On lui souhaite un prompt rétablissement en tant qu'homme et pour sa famille, mais en tant que chef d'État. Sur le plan politique, il est fragilisé. Ça se voit qu'on ne lui a pas ouvert les chaînes de communication publiques, c'est-à-dire la télévision nationale et la radio. Son discours n'a pas été annoncé à la nation pour dire attendez un discours du chef de l'État à tel jour, à telle heure. Ça n'a pas été fait. Donc on sent très bien que c'était un discours par effraction et que c'était un discours qui était filmé par un téléphone portable, un iPhone, avec un écouteur d'iPhone, avec un éclairage très simple. C'était un live en fait. Ça ressemblait à un live de n'importe quel intervenant en politique ou opposant algérien qui le fait depuis l'étranger. Vous le remarquerez, à chaque fois il nous reproche de parler depuis l'étranger. On est arrivé à avoir un chef de l'État qui fait des lives sur Twitter depuis l'étranger avec un téléphone. Ce qui change, c'est la position du téléphone à gauche et le drapeau national à sa droite. Mais on sent très bien que c'était un discours par infraction pour vous dire à un certain clan du régime que je suis toujours là, qu'il ne faut pas songer à mon départ, il ne faut pas songer à préparer l'après-Tebboune, je suis toujours le chef, je suis debout, je peux toujours gouverner. Le souci, c'est qu'ils se sont donnés en spectacle parce que l'observateur national et international va tout de suite comprendre, et surtout les gouvernements étrangers vont tout de suite déceler la crise et l'énorme malaise que vit l'exécutif algérien. Et deuxièmement, quand vous avez un chef de l'État qui vous annonce qu'il va signer la loi de finances 2020, alors que la loi de finances 2020 se termine, il doit signer la loi de finances 2021 et qui va rentrer dans une semaine, 2 semaines, voire même 3 semaines, alors que l'actuelle constitution l'oblige à présider un conseil du gouvernement avant le 31 décembre de l'année en cours afin de signer, de promulguer la loi de finances de l'année suivante. Donc il y a irrespect de la constitution. Il n'y a pas de respect de la date. On sent très bien que le monsieur n'est pas à l'aise sur le plan sanitaire et il n'est pas apte sur le plan même intellectuel à gérer ou à gouverner un pays tel que l'Algérie. Déjà, il n'est pas légitime.
et en plus, sa santé ne lui permet pas. Maintenant, Mais est-ce que... Je vous en prie, allez-y. Je vais revenir vers vous, Yahya Merhiouba. On va faire rire à mes invités quand on parle de liberté de conscience, mais libération de conscience. On vient d'en parler aussi avec Maître Rahmoun qui citait Jacques Brel. Mais voilà, derrière vous un peu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est aussi, on l'a poussé à négocier pour avoir une peine plus clémente, et puis derrière peut-être faire tomber indirectement. Alors je sais que Farid DMS de Bas est très mitigé là-dessus sur notre plateau, mais faire tomber à un moment donné Abdelmajid Tebboune. Alors, juste une petite précision. Je vous en prie. Quand j'ai parlé de tout à l'heure, je n'ai pas dit qu'il y avait une guerre des clans. Mais il est normal que dans un pays où c'est la junte militaire qui désigne un président, qu'un président ou un chef de l'État qui est absent pendant 2 mois, que les gens au niveau de la haute sphère militaire et sécuritaire, commencent à réfléchir ou réfléchissent sur les plans B et C, sur l'après-Tebboune. C'est ce qui s'est passé durant... Faut-il que les plans A, B, C soient faits en comportement de bon père de famille, dans des normes judiciaires, avec des règles aussi de déontologie? Il n'y a aucune norme. Il n'y a ni norme judiciaire, ni norme politique. La norme, c'est le clan le plus fort du moment qui gouverne le moment. Et on verra pour la suite. Il n'y a aucune vision. D'ailleurs, je vais répondre à votre question sur Tléba, et on verra bien qu'on est en train d'assister à la liquidation de l'héritage Gaïd Salah et du clan Gaïd Salah. Si ce n'était pas facile pour les généraux de dégommer Tebboune, à mon avis, il y a 2 choses. Il y a 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à imposer le 12 décembre 2019 et à trouver un chef de l'État. Donc, ils n'ont pas envie forcément de revenir vers ce genre de scénario, retrouver un candidat et convaincre la population ou une partie de la population à aller voter sur ce candidat ou à participer même dans un semblant d'élection présidentielle. Et le deuxième point qu'il ne faudrait pas oublier, c'est la sortie médiatique du président français Macron qui, au moment où l'on l'attendait le moins, disait qu'il encourageait les efforts de réforme de M. Tebboune, que M. Tebboune était un gars formidable et qu'il soutenait la transition engagée en Algérie. On ne sait pas où est, on n'arrive pas à déterminer de quelle transition parle M. Macron, d'où tient M. Macron ce côté très positif de M. Tebboune. On sait très bien que la France et les pays occidentaux, mais à leur tête la France, ont des intérêts en Algérie, ce qui fait que remplacer Tebboune ou pas n'est pas seulement une question de généraux et malheureusement n'est pas seulement une question algérienne, c'est une question internationale. Je ferme la parenthèse. Je vous réponds pour M. Tléba. Alors là, on est en train d'assister à la liquidation totale de l'héritage du clan Gaïd Salah, ou de l'époque, ou de l'ère Gaïd Salah, qui était, à mon avis, une parenthèse à l'intérieur de l'histoire de la junte militaire algérienne qui gouverne l'Algérie. On a dû négocier avec lui, on a dû lui promettre une réduction de peine, parce que comme disait votre invité, M. Tléba n'a pas de conscience, et elle est originaire de Annaba, la dame, elle connaît mieux M. Tléba que moi. Comme disait M. Rahmoun, Maître Rahmoun, ce qui est le plus grave, c'est que M. Tléba était le vice-président de l'Assemblée nationale, était le pouvoir, représentait ou incarnait le pouvoir législatif en Algérie, et il se met à dire que les députés ou les postes de députés se vendent et s'achètent, et là il nous dit qu'il était au courant des affaires des enfants, des douteuses des enfants de Gaïd Salah. Je ne mets pas en doute ces affaires, on connaît très bien la qualité de Gaïd Salah et la qualité de ses enfants et son amour pour l'argent quand il était chef de région militaire à Annaba durant les années 80 ou 90. Excusez-moi. Donc ça je ne suis pas là pour discuter de cela. Mais ce qui est à discuter ou à observer, c'est cette liquidation de l'héritage Gaïd Salah et le retour des faucons, comme je les appelle moi, c'est-à-dire je ne dirais pas les éradicateurs, parce que même Gaïd Salah était un éradicateur, mais ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle moi, les Tawfiq Boys. On assiste aujourd'hui, ça a commencé avec la libération d'Arbarab. D'ailleurs, vous remarquerez aujourd'hui, quand la presse algérienne, à travers l'Ouatan, annonce officiellement le retour de Nzar, et on l'a annoncé depuis quelques jours, c'était un retour par avion militaire, par avion à vol spécial militaire affrété par l'armée algérienne.
C'est pour vous dire que les mandats d'arrêt internationaux, même nationaux, en Algérie, n'ont aucune valeur. C'est juste pour dire aussi, et monsieur, je m'en excuse auprès de Maître Rahman, la justice, combien la justice en Algérie, c'est une blague, et au lieu d'être autre chose. Le jour où on annonce le retour de Nozar, le soir d'Algérie annonce aussi, ils l'ont appelé ainsi la réconciliation entre Rebrab et l'entreprise Hyundai sous l'égide du ministère de l'Industrie, M. Farhat Aïtali, qui n'était autre qu'un des conseillers de Rebrab durant les années 90 chez Civital. Donc, comme on dit en français plutôt, la boucle est bouclée. Rebrab qui revient avec Hyundai, Nozar qui rentre en Algérie, Général Toufir qui fait sa rééducation à la clinique militaire de Bouchaoui, Amara Ben Younes qui sort de prison depuis quelques semaines, comme si que ces gens-là n'ont pas de problème avec la justice, n'ont pas confisqué la vie des Algériens, n'ont pas confisqué l'expression politique des Algériens. La liberté, tout simplement. Restez avec nous, Yahya Merhouba. C'est ce peuple algérien qui continue, qui ne se préoccupe pas, c'est vrai, du calendrier, de l'échéancier du pouvoir, mais qui continue à garder son cap et à lutter coûte que coûte pour voir une nouvelle Algérie. Oui, absolument. La solution reste dans la mobilisation du peuple algérien. Il est impératif que le Hirak, dont ces marches populaires reviennent, au moins dans le premier trimestre 2021, il faut que l'élite politique algérienne prenne conscience de cette nécessité, puis prenne ses responsabilités, comme on a été assez responsable pour rappeler les gens à ne pas manifester avec l'apparition du Covid-19 en mars 2020. Il faut aussi prendre la responsabilité aussi quand la crise sanitaire, bien sûr, soit maîtrisée, et puis quand la campagne de vaccination voit le jour en Algérie, à appeler au retour du Hirak, à appeler au retour des marches, parce qu'aujourd'hui, notre pays, il est au bord de l'effondrement sur le plan économique, il est au bord d'une crise politique qui ne dit pas un petit peu son nom. Sur le plan international, l'Algérie est un pays isolé, qui ne pèse plus rien, ni au Maghreb, ni en Afrique, ni dans le monde arabe. La monnaie nationale, elle est en pleine dégringolade, et les prisons algériennes sont de plus en plus pleines de prisonniers politiques. Il ne faut pas oublier les prisonniers politiques, il faut être solidaire avec eux, solidaire avec nos camarades et nos frères de rang qui ont comparé aujourd'hui, solidaire avec M. Kshida, avec tous les journalistes, avec tous les militants et les prisonniers qu'on ne connaît pas. Il faut savoir que la wilaya d'Adrab enregistre la deuxième liste la plus large après la wilaya d'Alger en termes de prisonniers politiques. C'est pour vous dire que le Hirak, c'est un Hirak national, ce n'est pas un Hirak du Nord, ce n'est pas un Hirak du Sud, ce n'est pas un Hirak de blanc, ou de bourgeois, ou de noirs, ou de kabyles, ou d'arabes. Le Hirak de l'Algérie. Absolument, c'est un Hirak d'Algériens et d'Algériennes, surtout, pour libérer ce pays. Juste une petite parenthèse, madame. Allez, rapidement, Yahya. J'ai parlé d'Annaba, ce n'était pas pour vous dire que vous le connaissiez personnellement. Je sais qu'il avait fait tellement de ramasses à Annaba que peut-être mieux au courant que moi qui est d'Alger. C'est vrai en plus. Merci pour pas de souci. Merci, Yahya. Il faut avoir le courage. J'appelle tous les responsables politiques qui nous regardent. Il faut avoir le courage de dire au peuple algérien qu'il faut redescendre dans la rue. Il faut redescendre dans la rue d'une manière pacifique. On peut le faire. On peut prendre les moyens de précaution, de sécurité avec des masques, avec une certaine distanciation sociale, mais il faut se réapproprier la rue. Merci. Sans la rue, Nozar va revenir, Toufir va revenir, et on risque de retourner malheureusement aux ténèbres des années 90. Merci Yahya Merhouba d'avoir été avec nous.